En manchette aujourd'hui, suite de l'entrevue avec le comédien Benoît Finlay et suite de l'Assemblée générale annuelle du CI3S de Lanaudière. Donc, bienvenue pour votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 27 janvier. Donc, petite nouvelle pour débuter. On vous a parlé lors des derniers bulletins d'un avis d'ébullition de l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, cet avis d'ébullition qui était en vigueur à Sainte-Geneviève-de-Berthier est maintenant levé. Donc, les sections de la municipalité qui étaient touchées peuvent maintenant à nouveau consommer l'eau potable sans la faire bouillir. On a débuté hier une entrevue avec Benoît Finlay, un comédien. Nous avons présenté donc hier cette première partie de cette rencontre virtuelle avec le comédien Benoît Finlay. Ce dernier se démarque également dans quelques publicités, notamment celle de Napa Autopro. Il fait également le lynx dans la nouvelle annonce de New Look et il prête sa voix pour les producteurs d'œufs du Canada. On l'écoute à ce sujet. Tu fais aussi plusieurs annonces publicitaires, donc il y a Napa Autopro que ça reste dans la tête assez longtemps. Tu fais aussi la voix des annonces des producteurs d'œufs du Canada et aussi le lynx pour New Look. Pourquoi avoir décidé de représenter ces entreprises-là? À la vie d'un comédien, surtout au Québec, là, en Europe c'est très différent, aux États-Unis aussi, mais au Québec, les comédiens, on touche à tout. Puis c'est pas de s'éparpiller, en fait, c'est que c'est les mêmes directeurs de casting et les mêmes réalisateurs qui vont faire des séries télé, de la publicité, et qui vont faire aussi certaines sessions en narration, en surimpression ou en voix, comme on appelle. Nathan Autopousse, j'ai passé une audition, puis après, 4 ans, on est rendu à 6-7 pubs, on en tourne d'autres cet été. Donc, quand on est un peu porte-parole d'une marque, évidemment, on ne peut pas vraiment faire d'autres annonceurs. La voix, on me voit pas, donc ça va. Et le lynx, on me voit pas, on me voit bouger. Et ça, c'est un super concept réalisé par François Saint-Amand. C'est un costume de fou. Hein? C'est des gars qui font les costumes pour X-Men qui ont fait cette affaire-là. Fait que c'est des projets incroyables. Benoît Finlay est donc très polyvalent. En plus d'être comédien, il est aussi musicien et chanteur. Il fait en effet partie du groupe Bill Bucket qui sortira sous peu un nouvel album. Soyez des nôtres demain pour la suite de cette entrevue avec l'un des comédiens de plus en plus connus au Québec. C'est donc un rendez-vous demain. Plus tôt ces derniers jours, donc, nous avons rencontré lors d'une entrevue virtuelle Vicky Violette du Centre régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL, pour parler de différents sujets touchant l'environnement. Cette fois-ci, Vicky Violette, donc du CREL, nous parle des aires protégées. On écoute ses propos. C'est quoi un aire protégée pour ceux qui ne le savent pas? Oui, une aire protégée, c'est un territoire ou un espace géographique clairement défini qui sert à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique. Donc, tant au niveau de la diversité des espèces, mais de la diversité génétique, qui va assurer une santé pour les espèces. Ça va servir aussi à protéger des ressources naturelles et culturelles. Okay. Les services écosystémiques, donc les services que la nature nous rend. Donc, par exemple, filtrer l'eau, régulariser les niveaux d'eau qui prévient les inondations et qui nous garantit aussi un approvisionnement en eau tout au long de l'été, filtrer la pollution de l'air, capter le carbone, etc. Puis il y a tout l'aspect aussi qui est en lien avec l'accès à la nature qui nous procure un bien-être physique et mental. Donc, c'est bon pour la santé humaine, finalement. Parfait. Puis ça, c'est ça, d'après ce que j'ai compris, il y a eu il y a eu un plan sur les aires protégées. Il y avait une cible à atteindre. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on est en voie de l'atteindre, si je peux dire ça comme ça? Des fois, c'est ça le... On a atteint le 17 d'aires protégées, qui était la cible que le gouvernement s'était donnée.
OK. Le seul bémol, c'est qu'il manque de représentativité plus dans le sud de la Naudière. On ne sait pas encore pourquoi exactement, mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas terminé. Le gouvernement va se fixer de nouveaux objectifs. Probablement qu'on veut tendre vers le 30 OK. Là, il va falloir faire attention parce qu'il y a différents niveaux de protection dans les aires protégées. Donc, tu sais, il faut quand même avoir plus d'aires protégées à haut niveau de protection. OK. Donc, le travail devrait se poursuivre. Donc, on espère qu'on va venir combler plus au sud. Il faut savoir, par exemple, que dans le sud de la Naudière et du Québec, il y a beaucoup plus de terres privées que publiques. Donc, c'est beaucoup plus difficile de protéger du territoire mieux privé. Il faut que ça soit sur une base volontaire. C'est pour ça que des organismes comme la Fiducie des écosystèmes de la Naudière existent. Les propriétaires qui voudraient faire don ou protéger à perpétuité leur milieu naturel. Il y a ces outils-là qui existent, mais c'est quand même plus compliqué. Et la pression est beaucoup plus forte dans le sud avec l'urbanisation, par exemple. Effectivement. Effectivement. Puis si on parle au niveau justement du nord dans la Naudière, ça ressemble à quoi? La plupart des terres publiques dans la Naudière sont dans la MRC de Mataouini. On avait déjà 14 % de la MRC qui était sous protection. Okay. Là, on a un comité sur les aires protégées, mais dans la Naudière, on avait 10,5 % d'aires protégées. Donc, on voulait se rendre à 12. Okay. Et pour ça, il fallait se rendre à 215 km². OK. Là, le ministère de l'Environnement nous a donné, on avait un bel éventail, on avait un total de 700 km² qui était proposé par le ministère et non les citoyens, pour rappeler à l'ordre un peu notre ami Richard Desjardins qui a fait une petite erreur dans une de ses lettres ouvertes. Parfait. Puis le comité s'est penché sur cet éventail-là, puis il faut tenir en compte aussi le développement durable. Il y a des facteurs environnementaux qui sont prioritaires, mais après ça, on essaie de concilier les besoins sociaux et économiques. Okay. Donc, on s'est tous entendus avec les forestières, puis on a recommandé 173 km². OK. Cependant, le gouvernement il a retenu seulement la forêt Waro avec 54 km². Fait qu'il y a comme un 119 km² qui n'a pas été retenu. Fait que ça, c'est sûr que c'est décevant parce qu'on a travaillé fort pour réussir à s'entendre puis à proposer quelque chose. Mais le gouvernement nous a dit, inquiétez-vous pas, c'est pas la fin. Le gouvernement travaille à de nouveaux objectifs, puis on va utiliser ces recommandations-là pour atteindre les nouveaux objectifs que le gouvernement va finalement revoir, réviser à la hausse. C'est ce qu'on comprend. OK. Rappelons que le premier Forum national pour l'action climatique a débuté donc le 25 janvier dernier. Il se déroule sous forme évidemment virtuelle et ce forum se poursuit jusqu'au vendredi 29 janvier. Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 27 janvier, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à José Maria Carbajo et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Karine Courchaine.
On souhaite aussi un joyeux anniversaire à René et Sylvain. C'est de la part de Hélène, José, leurs enfants, les 9 petits-enfants et les 6 arrière-petits-enfants, donc de René et Sylvain. Donc, bonne fête à vous. Et si c'est votre fête aujourd'hui, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une heureuse journée de fête en ce 27 janvier. On poursuit maintenant avec nos informations. Lundi soir se déroulait en mode virtuel la séance publique annuelle d'information du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, le CI3S. Nous poursuivons, lors de ce bulletin, notre résumé de cette rencontre amorcée lors de notre précédent bulletin. Nous entendrons cette fois Mme Caroline Barbire, la présidente et directrice générale intérimaire du CI3S Lanaudière. La PDG intérimaire en poste depuis le 3 décembre dernier, donc c'est récent, présente le rapport annuel 2019-2020 de gestion de l'organisme. On écoute Mme Barbire. Madame Barbire. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, Caroline Barbire, PDG intérimaire, nommée à compter du 3 décembre 2020. Donc, notre président a parlé des efforts de recrutement, des projets d'immobilisation. Moi, je souhaite mentionner que la région de Lanaudière a reçu du financement additionnel assez considérable, 34 millions d'ajouts de financement additionnel qui touchent toutes les catégories et secteurs d'activité, en allant du volet CHSLD au volet soutien à domicile, le volet du milieu hospitalier, les médicaments, donc les jeunes en difficulté, la DPJ, la santé mentale, les dépendances. Les organismes communautaires aussi ont reçu du financement additionnel. Et bien sûr, il y a aussi eu le soutien à la famille et aux proches aidants. Et on a aussi eu du financement pour soutenir les ressources humaines et surtout l'amélioration de la santé des employés puis les conditions de travail des employés. Et la région a aussi reçu un financement de 5,8 millions, ce qu'on appelle en termes d'équité interrégionale. Ça, c'est pour rétablir, en fonction de l'approche populationnelle, des sommes d'argent pour tenir compte du fait que Lanaudière était traditionnellement sous-financée. Et ce sont des budgets de rattrapage qui ont été accordés à certaines régions. Donc, on a ensuite, je voudrais vous parler de l'amélioration de l'accès aux services, parce que c'est soit les nouveaux services, soit de l'amélioration de l'accès aux services qui sont importants pour les Lanaudois. Donc, au niveau, on a consolidé des trajectoires de soins et de services pour rendre ça plus facile pour les familles et les patients et les citoyens, parce que des fois, il est difficile de naviguer dans nos établissements et dans les différents programmes. Donc, il y a eu des améliorations notables pour simplifier les trajectoires de soins. Au niveau des services de proximité, on est fiers d'annoncer qu'on a accueilli 8 nouvelles candidates d'infirmières praticiennes spécialisées. Donc, dotées au 31 mars 2020, on avait 41 postes qui étaient dotés, mais sur un total de 52 postes autorisés. Donc, c'est quand même un apport considérable à la pratique de soins infirmiers. Soutien à domicile, le soutien à domicile, avec le financement qui a été accordé, il y a eu une augmentation de près de 30% du nombre d'heures de services accordés et on a pu rejoindre 4% de personnes de plus pour leur donner des soins à domicile. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles.
Et lorsqu'on regarde le volet infosocial, le 8.1 d'infosocial, on a pu vraiment maintenir un bon délai moyen de réponse en deçà de 4 minutes. L'établissement a accueilli au niveau de la cancérologie 3 nouveaux oncologues, un au CHDL et 2 à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Et ça aussi, ce sont des acquisitions importantes pour permettre le dépistage du cancer et particulièrement la mise en application du programme québécois de dépistage du cancer colorectal. Au niveau des services préhospitaliers d'urgence, le ministère a accordé 4,8 millions de plus afin d'améliorer le volet de l'efficacité des ambulanciers dans le nord du territoire. Et le secteur de Terrebonne a bénéficié d'un ajout de 3 ambulances aussi. Donc, ça a permis d'intégrer 17 520 heures supplémentaires de services par année, ce qui est quand même intéressant. Il y a une clinique de la doula qui a été mise en place, qui était très attendue. Et donc, ça aussi, ce sont des améliorations importantes. Il y a eu aussi des modifications d'offres de services pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a eu le dévoilement d'une charte de milieu de vie au niveau de l'hébergement. On a introduit en milieu hospitalier les infirmières auxiliaires en natalité à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Et on a aussi travaillé une stratégie de dépistage du cancer du sein dans une nouvelle perspective. On a été choisi avec la capitale nationale pour participer à un projet spécial d'intégration et d'implantation d'une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du sein. En jeunesse, pour la santé mentale jeunesse 12 à 18 ans, le volet santé mentale deuxième ligne a transité vers la direction des programmes de santé mentale et dépendance pour améliorer le flux et la fluidité. Au niveau de la protection de la jeunesse, là aussi, il y a une restructuration, bien sûr, avec l'intention de pouvoir travailler puis mettre à profit les investissements qui ont été accordés et vraiment diminuer les listes d'attente. Au niveau des services en enfance et en jeunesse pour le territoire de la Manoine, s'est effectué un changement important parce qu'on a pu, en 1920, bonifier l'offre de services en enfance et en jeunesse pour la population atikamekw et aussi en milieu urbain. Et c'est une démarche qui a été très bien réussie en collaboration dans un vrai partenariat avec les membres de la communauté atikamekw. Il y a eu en santé mentale le développement d'une ressource intermédiaire au sud avec un promoteur privé pour faire le maintien et l'intégration dans la communauté d'usagers inscrits au service d'un établissement public pour leur procurer un milieu de vie adapté à leurs besoins et vraiment le faire de façon beaucoup plus intéressante. C'est une nouvelle ressource d'habitation en ressources intermédiaires devant place à Repentigny. Et le CIS a travaillé aussi à sa stratégie d'accessibilité aux services en langue anglaise. Notre président a parlé des stages. Je voudrais mentionner qu'il y a eu aussi un effort pour devenir un CIS sans fumée, d'adopter une politique de développement durable. Et bien sûr, l'établissement s'est préparé à la pandémie COVID-19 et a travaillé justement de façon très étroite avec ses partenaires du milieu, comme l'a mentionné le président. Vous pouvez vous procurer sur le site web le rapport annuel de gestion qui fait état des résultats atteints au niveau des cibles de l'entente de gestion. Et ça va vous donner une idée de quelles sont les cibles qui ont été atteintes à 100%
à plus de 90 % et ceux qui n'ont pas été atteints, 28 % des cibles n'ont pas été atteintes. Maintenant, vous parlez des données financières et des états financiers. Donc, il y a eu la production d'un rapport financier à la fin de l'année qui a été audité par des vérificateurs externes. Et donc, nous pouvons vous dire qu'au niveau de l'exercice courant, nous avions un total de revenus pour l'année de 1,065 188 et 567 en termes de revenus et en termes de charges ou de dépenses, 1,061 182 et 831, ce qui nous a permis de dégager un surplus d'exercice de 3,9 millions de dollars. Il faut tenir compte du fait que dans ce surplus d'exercice, il y a ce qu'on appelle les activités accessoires. Il y a du financement au niveau de la recherche qui est dédié à la recherche. Donc, le vrai surplus des activités principales était de 1,5 million de dollars. Alors, je vous remercie pour votre attention. Selon, évidemment, si le portrait, 2019-2020 semble passablement positif, celui de l'année en cours sera probablement différent. Selon des données transmises par la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, transmises à TVA Nouvelles et également diffusées par le Journal de Montréal ce matin, sur les 3600 infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes de la Naudière, 375 ont quitté leur emploi depuis le mois de mars dernier. Donc, évidemment, on parle d'épuisement selon le syndicat. En réaction, le CI3S de la Naudière s'est dit ouvert à des assouplissements et depuis quelques jours, l'entreprise, le CI3S, a mentionné que le nombre d'absences liées à la COVID est en nette diminution. Donc, un dossier évidemment à suivre. On poursuit avec notre revue de l'année 2020. Nous continuons donc cette revue pour une dernière semaine. Aujourd'hui, nous sommes rendus à vous rappeler des événements du mois de novembre. À l'affiche novembre dernier, la disparition du four à pain traditionnel situé sur le terrain à côté de l'église à l'île du Pas, le 12 novembre. Ça a fait jaser, évidemment. La mairesse Marie-Pierre Aubuchon ainsi que le président de la fabrique, Daniel Roy, nous avaient adressé quelques mots à ce sujet. Aussi, nous apprenions qu'André Villeneuve, l'ancien député, ancien maire de Lanoraie, annonçait donc qu'il se présentera à la candidature pour le poste de maire à Lanoraie lors de la prochaine élection. On écoute ce résumé. Non, la consultation n'a pas été faite par la fabrique. Dans le fond, ce que je comprends que les citoyens déplorent, c'est exactement ça, que c'était un bien commun et qu'on n'ait pas eu la chance de garder ce bien-là comme un bien commun, ce qui aurait pu être facilité en offrant, par exemple, à la municipalité une consultation. Est-ce que, selon vous, la fabrique était en droit de procéder à cette vente sans consulter la municipalité et la communauté? Je ne pense pas que mon opinion est importante sur cette question-là. Je crois que c'est d'ordre de la fabrique et c'est à eux à vérifier si c'était la bonne procédure à suivre ou non. Et nous, la municipalité, on respecte la procédure qui a été décidée par la fabrique, puis si c'était dans leur droit de le faire ainsi. Mais c'est certain qu'on aurait apprécié, puisque si c'était vraiment un bien commun, dans l'esprit de le garder comme bien commun, on aurait pu être collaborateur dans l'histoire. Mais dans tous les cas, la municipalité elle respecte le choix de la fabrique. Tout simplement, le four à pain était vraiment un bien appartenant à la fabrique.
Je pense que vous avez une grosse nouvelle à annoncer aux gens de Lanoraie, mais aussi aux gens de la région. Bien, écoutez, j'annonce que je vais être candidat aux prochaines élections municipales, donc en 2021. Et pour ce faire, on a reçu justement samedi à 5 h du matin d'Élections Québec la reconnaissance du parti politique Équipe Villeneuve. Pour les gens qui suivent un peu l'actualité, vous savez que maintenant, on est plus de 5000 à Lanoraie. Et donc, maintenant, si on veut se présenter en politique municipale en équipe, bien, il faut avoir une reconnaissance d'Élections Québec. Donc, cette reconnaissance-là, elle est maintenant acquise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'annonce que je serai sur les rangs de la prochaine élection 2021 avec une équipe complète. D'ailleurs, à cet égard, M. Bellemare, si vous me permettez, j'ai déjà des gens qui ont accepté de faire partie de l'équipe et il y a des gens qui sont en réflexion. Mais chose certaine, en 2021, il y aura 6 conseillers, conseillères, candidats conseillers, conseillères pour l'élection. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, 21 janvier dernier, à 84 ans, est décédé M. André Pagé, époux de Muriel Soulière, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Maryse Pagé, Nathalie Pagé, ses petits-enfants, Guillaume, Marc-Antoine, Gabriel, Stéphanie, Audrey, Pierre-Olivier, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Donc, étant donné les circonstances liées à la COVID actuelle, donc la famille de M. Pagé a pris la décision de faire les rituels funéraires en toute intimité. Passons maintenant à la météo. Donc, cette nuit, nuageux avec quelques flocons, température -8. Jeudi matin, nuageux avec éclaircies, température -8. Jeudi en après-midi, toujours nuageux, toujours avec des éclaircies, température -7. Donc, des belles journées quand même, des belles heures en perspective. C'était votre bulletin de nouvelles du 27 janvier sur les ondes de CTRB. Alain Bellemare au pupitre qui vous souhaite bonne fin de journée.